dans d'Écosphère et nous allons aujourd'hui parler d'administration et d'innovation. Elle est traitée de tous les mots par les citoyens tunisiens et constitue un frein à la réintégration en Tunisie via l'entrepreneuriat pour 60% des Tunisiens résidant à l'étranger. Elle a fait l'objet de plusieurs études et de politiques en vue de sa réforme, mais demeure loin des attentes des Tunisiens. Il s'agit, vous l'avez reconnu, de l'administration publique. Et pour parler de cette institution, nous avons invité pour vous quelqu'un qui la connaît très bien, ayant établi 2 guides qu'il utilise dans la formation des cadres de l'administration en innovation publique, et il va nous éclairer sur le pourquoi, le quoi, le comment de l'innovation publique. Notre invité est M. Kamel Ben Amr, expert consultant, dont la conception et l'opérationnalisation de laboratoires d'innovation publique. Bonsoir Si Kamel et Mouldek Moubarak. Bonsoir, c'est Mouldek Moubarak aussi. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous, surtout d'avoir laissé la famille en ce jour de fête et de venir dans nos studios pour parler d'un sujet très important qui est l'innovation dans le public. Alors, pour commencer par le commencement, Si Kamel, l'innovation, c'est un terme que l'on associe souvent au secteur privé. On parle beaucoup d'innovation. Pourquoi est-elle devenue un enjeu fondamental pour le secteur public également aujourd'hui ? Bon, tout d'abord, l'innovation, pour l'intérêt déjà de l'innovation pour le secteur privé et pour n'importe quel secteur. Aujourd'hui, l'innovation est le 4e facteur de compétitivité. Le 4e. 4e facteur de compétitivité. Alors, quels sont les autres, Si Kamel ? Alors, les 3 premiers, c'est la qualité, coût, délai. D'ailleurs, historiquement, dans les années 70, avec la montée des produits asiatiques dans les marchés mondiaux, la compétition était par le prix. Et donc, le premier facteur de compétitivité, c'était le prix. C'est-à-dire que plus il était bas, plus on achetait et plus il trouvait des marchés. D'ailleurs, à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait les produits de Taïwan, de Hong Kong, de Chine, etc. De Chine, exactement, qui ont envahi, et même les produits japonais, parce que le Japon, au départ, c'était pas la qualité, c'était le prix aussi. Lui aussi, il a démarré un peu dans les mêmes conditions. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que la Chine, aujourd'hui, elle a changé même d'offre sur le marché. C'est vrai. On ne parle plus de produits de basse qualité, etc. Oui. Ça s'est resté un peu dans les esprits. Des fois, par exemple, pour les voitures, les voitures sont très, très excellentes. Exactement. Certaines marques, en tout cas, ont vu les choses, comme vous venez de l'indiquer, du côté qualité. Ah oui, bien sûr. Il s'était dit qu'il faudrait qu'on soit comparable aux Européens, aux Allemands, aux Américains, etc. Donc c'est une stratégie. Au début, c'était une compétition par le prix. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'innovation frugale. Et l'innovation frugale, c'est comment réduire le prix au maximum. C'est-à-dire proposer quelque chose qui est fonctionnel au moindre coût. Oui. Dans les années 80, on s'est dit, le prix, mais à quelle qualité, à quel niveau de qualité. Donc, on a introduit les notions de qualité, les normes ISO 9000 ont démarré dans les années 80, la première version en 87, etc. Dans les années 90, avec la levée des barrières tarifaires, le délai est devenu un facteur de compétitivité, parce que si une entreprise multinationale, elle a des filiales ou bien des sous-traitants un peu partout, et ils travaillent en juste à temps, donc il faut assurer la logistique, il faut assurer le délai. Oui. Donc dans les années 90, le 3e facteur de compétitivité qui est le délai. À partir des années 2000, on s'est dit, qualité coût délai, c'est le minimum, c'est le baccalauréat. Ça, c'est vraiment la base. C'est le basique. Et donc, on commence à penser innovation. Et donc, c'est à partir des années 2000 où l'innovation est devenue un facteur de compétitivité. Nous, en Tunisie, on était quand même pionniers, parce que... c'est vrai qu'on est pionniers sur plusieurs choses. En 2008, on a démarré un projet avec le ministère de l'Industrie et la GIZ pour introduire l'innovation auprès des entreprises tunisiennes. C'est une expérience pilote qui nous a amenés vers l'établissement de la première norme management de l'innovation au niveau mondial. C'est la norme NT 10500 et ça a été publié en 2012 par l'INORPI. Et la norme internationale
qui est certifiable aujourd'hui, elle n'est sortie que l'année dernière, en 2024, qui est la norme ISO 56001. Bon, entre-temps, en 2019, il y avait eu la norme ISO 56002 qui était uniquement des lignes directrices. Ça, c'est donc pour l'histoire. Donc ça, c'est surtout pour le secteur privé. Donc aujourd'hui, il y a une ruée vers l'innovation qui est un facteur déterminant de compétitivité. Vu la concurrence et la compétition, tout à fait. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi l'innovation, elle joue sur plusieurs facettes. Donc on peut innover pour réduire les coûts, Oui. on peut innover pour réduire les délais, et on peut aussi innover pour améliorer la qualité. C'est ça, jouer sur ces fameux 3 paramètres. Justement, donc d'ailleurs ça nous mène vers l'innovation publique, parce que dans l'innovation publique, on travaille surtout pour l'amélioration de la qualité des services, de la réduction des délais, de transactions, de services, C'est etc. ça. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi l'innovation dans le secteur public, justement? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le citoyen d'aujourd'hui n'est pas le citoyen d'hier. Et ça ne sera pas le citoyen de demain. Donc, ses besoins, ses attentes changent, évoluent. Et surtout qu'aujourd'hui, avec les technologies, avec les réseaux sociaux, etc., on devient beaucoup plus sensible à la qualité de service, etc. Donc ça, Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mutations, il y a beaucoup de phénomènes qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à beaucoup de phénomènes... D'autres facteurs, donc géostratégiques, géopolitiques, etc. Et donc, ça oblige plus ou moins l'administration à devenir aussi compétitive, d'accord, pour pouvoir... Vous utilisez le terme « oblige », si quand même. Hein. Oblige, parce que l'action publique, le sens même de l'action publique, c'est quoi? Quand on crée une organisation publique, une administration, une structure, etc., quand on élabore des politiques publiques, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour le fonctionnaire ou bien pour un usager des services? C'est pour un usager. Voilà. Donc, le citoyen, au sens large, que ce soit personne physique ou personne morale, l'usager du service, il est au centre de l'action publique. Donc, l'action publique, il est là pour satisfaire les besoins, les attentes, les exigences, etc. C'est ça. Donc, à partir du moment où on a le souci de satisfaire, donc il faut comprendre parfaitement les besoins, les attentes d'aujourd'hui et de demain, et de les anticiper. Pas uniquement ce instantané ou immédiat, mais également futur. Justement, donc l'administration, elle est condamnée, entre guillemets, à devenir agile pour pouvoir changer tout le temps J'aime bien le terme agile, hein, ça c'est une agilité. Le problème, c'est que l'inertie de l'administration ne permet pas l'agilité. Non. Donc aujourd'hui, on doit repenser l'administration. Justement. Elle est vraiment au contraire plutôt. Donc on doit repenser l'administration pour que l'administration devienne agile, parce qu'aujourd'hui, on est en train de gérer avec même des textes de loi qui datent d'avant. Qui datent d'avant l'indépendance. Oui. Ce qui est aberrant. Il y a des procédures des années 60-70 qu'on est en train de traîner aujourd'hui, alors que le citoyen a changé, a ses besoins, ses attentes qui ont évolué, ses aspirations, etc. Donc ça, c'est d'une manière globale. Oui. Donc ça, c'est le pourquoi, parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin immédiat d'innover pour l'administration et d'améliorer la qualité des services et des politiques publiques. Et d'ailleurs, quand on entend précisément par innovation publique, et comment votre approche que vous avez appelée H2H IC, Human to Human Innovation Concept, détaillée dans votre guide, la caractérise-t-elle et la différencie-t-elle des autres formes d'innovation? Bon, alors pourquoi Human to Human? C'est Human to Human. Human to Human. Donc d'humain à humain. Et d'ailleurs, c'est une approche aujourd'hui qu'on utilise même dans le secteur privé. Parce que la finalité d'un produit ou d'un service quelconque, que ce soit un produit technologique, un produit, même une bouteille d'eau, n'importe. La finalité, c'est pour un usage humain. D'accord? Donc, en bout de chaîne, nous avons des humains qui vont exploiter, qui vont utiliser, qui vont être des usagers du service. Mais qui va produire le produit ou le service? C'est des humains. Oui. Donc, finalement, il faut que toute la chaîne soit cohérente. Donc, il faut que pour pouvoir satisfaire l'humain en bout de chaîne, il faut que l'humain en amont et les humains tout au long de la chaîne soient satisfaits. S'ils ne sont pas satisfaits, s'ils ne sont pas heureux, entre guillemets, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas de satisfaction. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de bonheur au travail.
on parle du management par l'altruisme. Ça paraît paradoxal. Ah oui, on parle de bien-être au travail, on parle de management par l'altruisme, etc., l'empathie, l'intelligence émotionnelle, et ainsi de suite. Pourquoi ? Pour que derrière, l'humain soit heureux. Si l'humain est heureux, il va produire, il va être performant. C'est ça le secret, en fait, ou la recette. C'est ça la recette. Elle est très simple. C'est ça la recette. D'ailleurs, il y a un Japonais qui s'appelle Inamori, qui est à la tête d'un grand groupe japonais. Lui, il résume le management par sa philosophie. D'ailleurs, elle repose sur une seule phrase. Il dit, moi, ma mission en tant que chef d'entreprise, c'est de rendre heureux tous ceux qui m'entourent. Donc, alors, si on essaie de traduire cette phrase, ça veut dire que l'entreprise, le chef d'entreprise, pour être heureux, c'est gagner de l'argent. D'accord ? Oui. Pour gagner de l'argent, il faut que le client soit heureux pour acheter et pour rester fidèle. Et derrière, pour pouvoir vendre et satisfaire le client, il faut produire. Donc, il faut qu'au niveau de la chaîne de production, les employés soient heureux. Il faut qu'au niveau de la chaîne logistique, on soit heureux. Il faut que les fournisseurs et les prestataires soient heureux. Parce que derrière, ils vont vous privilégier pour vous fournir le meilleur produit, la meilleure matière première. Et d'ailleurs, ça, on l'a ressenti pendant la période du Covid. Parce que quand il y avait eu des pénuries de matières premières, donc les fournisseurs, ils ont privilégié leurs clients, les clients fidèles, les clients qui payent le mieux, qui payent à temps, etc. Donc le fournisseur, quand on dit le client est roi, le fournisseur ici, il est empereur aujourd'hui, dans ce contexte de pénurie, etc. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, si Kamel, il y a un sketch de l'humoriste Fernand Reynaud qui faisait un peu comment dirais-je, de non sérieux par rapport au travail. Alors, il dit, moi, au lieu de dire je travaille, il faudrait utiliser le terme je m'amuse. Oui, mais c'est ça. C'est un sketch, hein, c'est humoristique, je m'amuse. Et d'ailleurs, il dit, moi je m'amuse 2 fois par jour, de 8h à midi et de 14h à 18h ou un truc comme ça. Donc je m'amuse. Pourquoi ? Parce que finalement, on passe le maximum de temps en étant élevé au travail. Voilà, les 8 heures, c'est déjà le tiers de votre vie. Hein. Mais bien sûr. C'est le tiers de votre vie. Et si le reste, c'est en circulation, dans les embouteillages, à la maison, etc. Et puis un tiers pour le sommeil. Voilà. Donc si on n'est pas heureux au travail, on est malheureux partout. D'accord ? Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, les nouveaux concepts de management sont axés sur le bonheur au travail. Donc maintenant, pour revenir à l'innovation, cette approche H2H, elle est basée sur l'humain. Donc l'humain est au centre. Donc maintenant, pour l'innovation publique, d'abord, c'est identifier tous les humains, les citoyens, les usagers, etc., et aussi les humains qui produisent le service. Donc le fonctionnaire qui est en back-office et le fonctionnaire qui est en front-office, en face du citoyen. Citoyen, oui. Et il faut comprendre leurs besoins, leurs problématiques, leurs attentes, leurs exigences, etc. et essayer de les rendre heureux, entre guillemets, en réduisant l'intensité de la douleur qu'ils ressentent. La souffrance. La souffrance, en exerçant leur travail, et le citoyen aussi, en vivant l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, c'est un calvaire. Quand on va à l'administration, pour n'importe quel service, c'est vraiment un calvaire. Oui. Et des fois, on se pose la question, pourquoi on va à l'administration ? C'est un calvaire aussi bien pour le fonctionnaire. Et c'est pour le fonctionnaire on aussi. a parlé en préparant l'émission aussi, Kamel, oui. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui font très bien leur travail, exactement, mais qui, malheureusement, n'ont pas été dans cette human-to-human. Tout à fait, n'ont pas été d'ailleurs. Et ils vivent mal, peut-être aussi, le travail au niveau de leurs administrations. Ils ne sont pas peut-être assez formés sur les procédures. Il y a aussi bien ça. sûr. Et donc, ça impacte forcément leur productivité. Oui, le citoyen aussi est peut-être un peu impatient aussi. Parce que les citoyens, ils changent, ils évoluent. C'est ça, voilà. Si vous prenez par exemple un Tunisien qui vit à Tunis, et même à Tunis, on a plusieurs profils de Tunisiens. Il y a le Tunisois de Carthage, de la Marseille, le Tunisois de Saïd Amanoubeya, par exemple. Oui. Ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes exigences, etc. Non. Et les mêmes problématiques. D'accord ? Donc, face à une situation
La même situation, par exemple, pour une formalité à la municipalité, signature légalisée, copie conforme, etc. On n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes douleurs, la même souffrance. Quelqu'un qui est tout le temps stressé, qui n'a pas de temps à perdre, etc., pour pouvoir accomplir cette formalité qui va lui prendre un congé de son supérieur pour aller... bien sûr, 1h30 ou 2 heures pour une petite formalité, et il laisse sa voiture, on ne sait jamais si il y a un chariel qui va passer, n'importe quoi. Donc, et en face, on peut avoir un autre citoyen qui a suffisamment de temps. Donc, à la limite, le fait d'être dans l'espace de la municipalité qui est climatisé, etc., ça peut l'arranger. D'accord. C'est pas toujours le cas. Non, je sais, c'est pas toujours le cas. Donc finalement, au niveau de notre approche, donc à chaque fois, on essaie d'associer un utilisateur, un usager, dans une situation quelconque, avec un service quelconque. Donc on a 3 paramètres pour identifier les problèmes qu'ils vivent. D'accord. Et à partir de là, on peut arriver même à quantifier la douleur. C'est ça. Et quand on va quantifier la douleur, donc après, on va prioriser quels sont les efforts qu'on doit mener pour pouvoir améliorer la vie des gens. Diminuer, disons, cette douleur. Améliorer la vie des gens, diminuer la douleur. Elle ne disparaîtra pas peut-être, mais elle peut disparaître. Si par exemple, demain, on peut digitaliser certains services. Donc pour certaines personnes, c'est une aubaine. À condition que on ne va pas accomplir une formalité digitalisée et par la suite, on nous oblige d'aller physiquement pour avoir un tampon. Et ça existe, ce qui est aberrant. Ça existe. Ce qui est aberrant. Particulièrement au niveau de l'inscription, par exemple, dans les collèges, dans les écoles, à l'université. Et dans plusieurs c'est incompréhensible. Incompréhensible. Parce que quand on digitalise, c'est pour éviter, c'est pour éliminer le déplacement. Oui, c'est ça, oui. Les déplacements, la production de papier, il y a un côté environnemental aussi, parce qu'on utilisera moins de papier, on fera moins de déplacements, il y aura moins de carburant qui sera utilisé, et comme ça, on préserve l'environnement. Tout à fait. Et donc, tout le travail au niveau donc, de notre approche, c'est d'analyser donc, ce parcours de l'usager et d'identifier les points noirs, etc., pour les différents profils. Et à partir de là, on fait de la créativité pour trouver des solutions innovantes. Alors, et là, l'intérêt aussi de l'approche d'innovation publique, c'est l'intelligence collective. Pourquoi ? Parce que d'habitude, ceux qui conçoivent les politiques publiques, les services publics, c'est des fonctionnaires qui sont dans leur bureau. En croyant bien faire, des fois, sûr, on ne met pas en cause la bonne... en croyant bien faire. Mais comme ils sont déconnectés de la réalité du terrain, des problèmes que vivent les citoyens, les entreprises, etc., donc ils passent souvent à côté. Oui. D'accord ? Maintenant, l'intelligence collective, c'est quand on réalise donc, un processus d'innovation publique, donc collaborative, c'est associer des compétences de divers horizons. Donc on a des fonctionnaires, des responsables, des représentants du secteur privé, de la société civile qui représente les citoyens, des universitaires, des experts, etc. Et ceci pour avoir une vision à 360 degrés des problèmes. Et à partir de là, en faisant un bon diagnostic, on va faire converger donc, les points de vue au niveau du diagnostic et au niveau des solutions. Donc les solutions sont identifiées d'une manière collaborative, donc elles seront adoptées. Parce que des fois, moi j'ai vu même dans certains ateliers, il y a des fois, il y a des fonctionnaires qui me disent « Maintenant, je m'aperçois que j'étais en tort par rapport à ce que je suis en train de faire. » Et en face, on trouve, par exemple, des personnes du secteur privé ou de la société civile qui disent aussi la même chose. Disent « Nous, tout le temps, on critique l'administration, mais on ne connaît pas leurs limites. Oui. On ne connaît pas les complications dans lesquelles ils vivent. » Et donc, à partir du moment où on rassemble les différents éléments-là, donc les gens on va croiser les points de vue, et à partir de là, donc même les solutions seront adoptées. Certainement. Alors, si Kamel Benham, votre guide propose une méthodologie intégrée et actionnable. Pouvez-vous nous éclairer sur la manière d'implémenter le SMI, c'est-à-dire le système de management de l'innovation, human to human, dans une administration publique? Alors, d'abord, l'approche human to human, donc c'est une approche d'innovation donc,
que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, elle est valable. C'est une approche qu'on a développée en nous inspirant de travaux de recherche de l'École centrale de Paris, Supélec. Donc, ils ont développé cette approche qu'ils ont appelée RID, donc Radical Innovation Design, qui est centrée sur l'humain. Donc, nous, on a adapté cette approche-là pour que ça soit plus axé sur l'humain et aussi valable pour le secteur public. Parce qu'eux, ils l'ont développé pour le secteur privé. Tout ce qui est innovation technologique, industrielle, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour l'approche. Maintenant, pour l'SMI, donc le système management de l'innovation. Donc on a, comme je vous ai dit, on a l'expérience depuis 2008 du management de l'innovation en Tunisie. On a plusieurs entreprises qui ont mis en place donc, le système, mais qui ne sont pas allées jusqu'à la certification. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas eu une norme certifiable. Aujourd'hui, elle existe. Alors, maintenant, pour les entreprises, l'intérêt de mettre en place un système management de l'innovation, c'est pour systématiser l'innovation. Pour que ça ne soit pas accidentel. Voilà, pour que ce ne soit pas plutôt ponctuel. Exactement. Et juste pour les besoins de la cause. Ah, tout à fait. Que ce soit vraiment institutionnalisé. Institutionnalisé, systématisé. Et d'ailleurs, la norme, donc c'est comme toutes les normes ISO. Donc, on commence d'abord par faire de la veille stratégique, l'intelligence économique, etc., pour comprendre le contexte de l'organisation, comprendre les parties intéressées, donc les clients, les fournisseurs, les citoyens, etc., leurs besoins, leurs attentes, leurs préoccupations, et ainsi de suite. Et à partir de là, on va définir l'intention de l'innovation. C'est-à-dire derrière ça, l'intention. C'est marqué même dans la norme, l'intention de l'innovation. Et il y a aussi, donc pour pouvoir mettre en musique tout ça, il y a le leadership. Donc il faut que le leadership soit affirmé au niveau de l'organisation. C'est lui qui va porter tout le système, qui va être exemplaire, et qui va pousser, qui va instaurer aussi la culture d'innovation. On parle aussi de culture d'innovation dans la norme. Comment instaurer cette culture. Et d'ailleurs, la première norme que j'ai vue, ISO ou autre, qui exige les récompenses. Ah oui. C'est-à-dire, dans la norme ISO 56001, il y a un article, il y a une exigence qui oblige donc la direction de mettre en place un système de reconnaissance et de récompense de l'effort. Donc, si l'entreprise, privée ou publique, n'a pas mis en place un système de récompense des employés qui collaborent dans les projets d'innovation, elle peut ne pas être certifiée. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire, qui n'existait pas avant. Donc le leadership va établir une politique d'innovation, il va établir une stratégie d'innovation, des objectifs, et à partir de là, les équipes vont travailler sur les problématiques, que ce soit produits, services, etc., organisationnels, et ainsi de suite, et identifier donc des pistes d'innovation et initier des projets. Et là, c'est des techniques de gestion de projet. Ça, c'est les principaux mécanismes du système management de l'innovation. Maintenant, l'approche H2H, c'est une approche qui va travailler sur le processus même de l'innovation. C'est ça. Et donc, l'intégration, le processus H2H, c'est un processus qui va nous aider à identifier les vrais problèmes et à réaliser, donc à initier des projets et à réaliser des projets d'innovation. Que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, c'est la même chose. C'est la même chose. Si Kamel, au-delà du cadre du SMI, comment la méthodologie H2H IC guide-t-elle la réalisation concrète de projets d'innovation, par exemple pour la conception de nouveaux services publics? C'est ce que je viens de dire. Donc le point de départ, c'est en partant d'un problème identifié. Par exemple, on prend par exemple le problème tunisère. Tiens. Oui. C'est un problème. Donc comment maintenant on peut résoudre les problèmes de Tunisère ou de la Transtu ou de n'importe quel secteur, les municipalités, les services de... C'est ça. Revenons à Tunisère par exemple, pour l'exemple. Donc on commence d'abord par faire une exploration structurée. Donc cette exploration va nous mener vers l'identification des différents problèmes au niveau du management, au niveau des ressources humaines, avec une approche centrée sur l'humain.
D'accord? Quand je dis management, c'est le management, donc la direction, etc. Les humains qui sont dans la direction, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs souffrances, leurs sources de souffrance, leurs douleurs, etc. Les ressources humaines aussi, pareil. Au niveau des ressources matérielles, quels sont les problèmes? Dans toutes les facettes, on va faire une exploration. Et on va aussi travailler avec les clients de Tunisair. Et dans le groupe Tunisair, vous avez le handling, vous avez catering, vous avez tout. Donc là aussi, on doit travailler sur l'ensemble des processus et à partir de là, identifier les vrais problèmes et derrière, donc travailler avec les solutions, etc. Et donc, c'est une approche qui va nous aider, cette exploration sur le terrain, en faisant de l'empathie, en faisant du vrai travail terrain, pas uniquement un diagnostic d'un bureau d'études qui va établir un rapport de 200-300 pages avec une stratégie qui ne sera jamais mise en place. D'ailleurs, depuis des années, chaque 2-3 ans, on a un plan de redressement Tunisair qui n'a jamais été mis en place. D'accord. Et donc là, on va travailler sur les micro-problèmes et les problèmes récurrents pour pouvoir les solutionner.